violer un homme homosexuel quand on est un homme hétérosexuel, ça a une autre valeur que violer une femme qu'on désire. Alors aujourd'hui, je suis venu parler suite au hashtag MeTooGay, où j'ai témoigné dans le cadre d'épisodes de viol que j'ai pu connaître durant ma jeunesse et assez récemment. Il y en a un qui a été commis quand j'avais 8 ans, le second s'est déroulé quand j'avais 16 ans, ensuite 18 ans et ensuite 21. Mon premier viol n'a pas été douloureux, n'a pas été un viol, en tout cas dans mon esprit. Ça a mis du temps en fait à émerger comme tel. Le second, c'était mon petit ami de l'époque qui m'avait pénétré pendant mon sommeil. Donc je me suis réveillé et il était en moi et pour lui, il avait envie, j'étais là, j'étais son copain, c'était normal. Le viol, pour moi, c'était la même racine, viol, violence. Ce n'était pas désagréable puisque je me suis réveillé doucement en fait. C'était comme une étreinte et c'était le fait en fait de ne pas m'avoir demandé qui m'a gêné. On me laissait entendre que bah, je suis ton copain, tu devrais aimer ça. Enfin, mais non, j'étais pas consentant et j'aurais pu dire non, c'est juste qu'on m'a pas posé la question. Alors si ce deuxième viol était insidieux, le troisième était particulièrement violent puisqu'il s'était déroulé dans un cadre assez spécial puisque c'était chez moi. Il n'y avait pas violation de domicile puisque cet individu, je l'ai invité, que je contacte via l'application Grindr, discussion, mais vraiment comme une autre. Le nombre de fois où j'ai eu des rapports de la sorte, tout s'était très bien passé. Une fois arrivé chez moi, il est monté, et d'un seul coup, je me retrouve au sol, la tête sur le carrelage, et il me pénètre comme ça, à même le sol, et m'insulte pendant tout le long du rapport dans l'oreille. C'était même pas en hurlant, c'était vraiment en chuchotant, comme s'il essayait vraiment de rentrer en moi, mais sous tous les aspects, que ce soit physiquement ou mentalement. J'ai l'impression qu'en fait, il cherchait à m'écraser de son poids. Et en fait, j'étais tétanisé, j'ai essayé de le repousser un instant, mais à un moment, en fait, tout le long, ça a été des insultes homophobes. Que j'étais une chienne, que j'étais une pute. À un moment, il m'avait traité de femelle, comme si c'était une insulte. La moindre insulte homophobe est toujours teintée d'une critique du féminin ou aussi de la question de la passivité. Le fait d'être passif, ce serait d'être trop féminin, ce serait d'être dominé, ce qui n'a absolument rien à voir. Et je crois que cet homme, en fait, n'était pas homosexuel, il n'avait pas un vrai désir homosexuel. Il voulait vraiment plutôt détruire des homosexuels. Je sentais qu'il avait fini, mais il continuait à m'écraser, à m'insulter. Et je me suis dit, ça va jamais finir, je vais mourir. Et non, il s'est relevé, et j'ai juste eu le temps de me retourner, j'étais sur le ventre au sol, sur le carrelage froid. Je me suis retourné, il avait un préservatif, sauf que je l'ai pas vu le mettre. Donc c'est-à-dire qu'il est rentré, il avait déjà le préservatif enfilé. Il avait déjà prévu de me faire ça. Et je pense que ce préservatif n'était pas pour me protéger moi, c'était pour se protéger lui. Parce que, comme il a pu le dire, j'étais quelqu'un de sale et de dégueulasse. Et je me sentais tellement sale que il y a la honte qui vient avec. Honte qu'on ne devrait pas ressentir puisqu'on est victime. Je savais pertinemment qu'en allant au poste de police, beaucoup de policiers au poste peuvent refuser les plaintes ou même s'ils l'apprennent, ils vont être toujours dans une forme de jugement. Ma crainte, c'était, parce que je sais que c'était faux, mais j'avais pas envie de l'entendre, c'était d'aller là-bas et qu'on me dise ah, mais vous l'avez cherché, vous l'avez invité chez lui alors que vous le connaissiez pas. Sauf que non, en fait, le nombre de fois que j'ai fait ça et je me suis pas fait violer pour autant, ça n'excuse pas en fait. J'ai le droit d'inviter quelqu'un chez moi, même si je le connais pas, parce que j'ai envie et je suis libre. La responsabilité, forcément qu'on y pense. On aurait pu faire les choses autrement, on aurait pu poser davantage de questions, on aurait pu réagir en contactant immédiatement Grindr en disant je viens de me faire violer, le profil a été supprimé. J'ai pas fait tout ce travail-là. Et pendant longtemps, ça a eu un impact sur mes relations et ma méfiance aussi vis-à-vis des hommes hétérosexuels, puisque j'étais convaincu, et encore maintenant je suis convaincu que c'était un homme hétérosexuel qui chassait du gay, quoi. Ma quatrième agression était un viol proprement lié au désir. C'était un homme que j'avais rencontré aussi par le même biais que le précédent. Tout va bien, ça se passe vraiment comme un date en fait. Et au début, j'avais envie d'avoir un rapport avec lui. Et le viol s'est déroulé au milieu en fait, où il a commencé à faire des choses que je n'aimais pas. Je lui ai signalé, il a continué, j'ai répété non, il a continué, j'ai répété non. Et j'ai dû dire non au moins 5 fois, et à un moment en fait, vous savez que ça sert à rien quoi. La tétanie revient. Parce que, en fait, dans mon esprit, j'avais envie de réagir.
Mais je savais que si j'allais réagir, j'allais commettre des choses vraiment très violentes. Et en fait, à ce moment-là, ma réaction, ça a été de ne rien faire. Et je suis resté comme ça et j'ai subi. Au-delà de la violence du geste, il y a aussi une déception vis-à-vis de vous-même. Vous dites, on est reparti. On est reparti pour une 4e fois. Et c'est notamment si, après ce viol-là, que je me suis rappelé le viol que j'ai vécu étant enfant, donc le tout premier, et tout était revenu d'un bloc, avec une sorte de clarté, en fait, comme si, je dis, mais en fait, c'était ça depuis le début, quoi. On a forcément un sentiment de culpabilité. Quand ça vous arrive 4 fois, forcément, vous vient en tête des explications irrationnelles, soit j'attire vraiment ce genre de spécimen, soit j'ai cherché. Pendant longtemps, je me suis convaincu, oui, d'avoir une tendance masochiste. Ouais, ce que je cherchais, c'était un partenaire qui m'écoute. Ce que je cherchais, c'était un moment passionné durant une nuit, parce que j'avais envie, et j'ai le droit d'avoir envie. On a des idées vraiment très sombres vis-à-vis de soi-même. Le nombre de fois où je pensais en finir, parce que je me sentais... je pouvais plus supporter d'écouter et d'engranger tout ça pour tout le monde, parce que je culpabilisais de détruire peut-être aussi ma famille en parlant, puisque mes parents ont une réaction assez vive, ce qui est tout à fait normal. Surtout mon père, je sens qu'il a lui aussi culpabilisé, et parce qu'il culpabilise, on culpabilise, et en fait c'est un cercle sans fin. Et j'ai cherché à le briser en expliquant que il pouvait rien faire, parce qu'il n'était pas là durant ces moments-là. La seule chose qu'il aurait pu faire, voilà, c'était m'écouter. Et c'est ce qu'il a fait, donc il n'a pas à culpabiliser. Mon tweet a reçu, je disais, une réponse très virulente. Quelqu'un m'avait répondu que je baratinais forcément, puisque si je m'étais fait violer par un homme, ça veut dire que cet homme était gay. Et d'autre part, je l'avais invité chez moi, donc je l'avais voulu, et que en fait, je mentais tout simplement. Il est très difficile en un tweet de saisir la complexité de telles histoires. Il y a des gens qui m'ont répondu par d'autres tweets pour me dire c'est passé comment, décrit comme si c'était facile, comme si je devais décrire un tableau en fait. Et j'ai eu des réponses assez violentes où des gens, je pense, qui étaient là pour le sensationnel, quoi. Les séquelles, elles partent jamais. C'est plutôt la manière dont on vit avec. C'est juste qu'à certains moments, on a des choses qui se réveillent, on a des sortes de cicatrices qui partiront pas. En fait, on peut les traiter, on peut les soigner, on peut en prendre soin, et on peut ne pas chercher à les déguiser. Parce que c'est aussi en les déguisant on les maltraite, je pense. Quand on a une sacrée plaie, il faut parfois la laisser au soleil pour qu'elle cicatrise. Et c'est la même chose avec le MeToo gay. Il faut parler pour se dire aussi que en fait, on n'est pas seul, et surtout qu'on est écouté. Aujourd'hui, je vais très bien, je vais beaucoup mieux, et je suis profondément convaincu qu'il me manque une pièce du puzzle pour comprendre le viol. On est en train d'écouter les victimes, il faut continuer. D'autres victimes ont commencé à s'exprimer aussi. On a d'autres catégories de la population dont on n'a pas encore eu le témoignage, parce que même si le viol se manifeste plus ou moins de manière similaire pour tout le monde, les impacts ou la valeur qui est accordée par le violeur au geste du viol est différente. Violer un homme homosexuel quand on est un homme hétérosexuel, ça a une autre valeur que violer une femme qu'on désire. C'est le début, c'est encore long, hein. C'est une pyramide avec au sommet, il y a un homme. Je crois qu'avec le MeToo gay, on a un mouvement en fait de cette pyramide, une sorte de base qui s'en va. Mais je suis convaincu qu'on est en train de démonter brique par brique un édifice. Ce qui est important, c'est de laisser la parole à d'autres personnes que nous. La prochaine étape, pour moi, ce serait un MeToo trans. On voit que quand on regarde les témoignages de personnes trans qui commencent à s'exprimer, mais il n'y a pas encore ce mouvement, je dirais, aussi structuré avec ce hashtag, on se rend compte que si, je donne grosso modo, peut-être un quart des homosexuels ont connu au minimum une agression de type sexuel, les personnes trans, elles sont au moins 50. Et c'est vraiment effrayant. Et parce que c'est effrayant, il faut écouter. C'est le bon moment aussi de mettre en avant la transidentité, de la ramener sur le débat public et en parlant d'un problème qui les touche particulièrement.